Bonjour, merci beaucoup d'être ici avec nous pour cette nouvelle rencontre, l'heure H. Aujourd'hui, qu'est-ce que s'informer à l'ère de l'IA? Il y aura 3 temps dans cette discussion. Donc le premier, on va s'intéresser à la manière dont l'IA a modifié la manière de produire, de diffuser, de recueillir l'information. De quelle IA on parle, de quelle information on parle. Ça, évidemment, on va le définir en premier lieu. On va tenter d'inscrire ce phénomène aussi dans l'histoire de l'information. Ça n'est peut-être pas si nouveau qu'il y ait des outils comme ça qui interviennent et qui permettent la propagation d'informations plus ou moins fiables. Et puis, dans un troisième temps, essentiel, majeur, parce que je pense que c'est pour l'utilité de chacun et chacune d'entre nous, de savoir s'il existe des alternatives pour s'informer de manière plus fiable, sécurisée. Et on a pour ça donc 2 invités tout à fait adéquats. Louis Faucon. Louis Faucon, il a obtenu son doctorat à l'EPFL, ici en information et communication. Il est aujourd'hui chercheur en machine learning au sein de Oracle, mais surtout, si j'ose dire, parce que c'est surtout avec cette fonction-là qu'il va s'exprimer, c'est l'un des membres fondateurs du projet Tournesol, dont on va parler plus en détail dans la troisième partie de cette rencontre, puisque c'est une alternative qui veut comme ça nous aider à trouver de l'information fiable et sécurisée. Peut-être en 2 mots, Louis Faucon, déjà à Oracle, en quoi consiste votre tâche de chercheur? D'accord. Merci Anne-Laure pour l'invitation et pour l'opportunité de faire cette présentation, de parler de ce travail. Mon travail de chercheur à Oracle, c'est je fais de la recherche sur l'utilisation des modèles de langage, comment mettre ces modèles de langage dans les différents produits d'Oracle de manière sécurisée et bénéfique. Mais je ne suis pas du tout ici pour parler du travail que je fais à Oracle, comme Anne-Laure l'a dit. Mon intérêt, c'est cette association que j'ai fondée avec des amis à l'EPFL, dans un groupe qu'on avait monté, sur lequel on discutait de l'éthique de l'intelligence artificielle et qui a mené à ce projet. Et parce que l'information à l'âge de l'IA, comme le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est un très gros sujet, c'est très très important et ça me tient beaucoup à cœur. Donc aujourd'hui, je parle seulement au nom de moi-même et de l'association Tournesol. Et aucun rapport avec le travail que je fais à Oracle. Très bien, merci. Et donc, avec nous également, Maude Herman, chercheuse chargée de cours au laboratoire d'humanité digitale de l'EPFL, qui a fait sa thèse de doctorat en linguistique computationnelle, avec une double formation, à la fois en humanité, en histoire tout particulièrement, et en NLP, ou TAL, selon si on parle français, c'est-à-dire traitement automatique des langues, pour le traduire en français. Donc, c'est un domaine qui implique la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Actuellement, par exemple, pour nous situer un petit peu votre champ de travail, de recherche, Maude. Oui, merci également pour l'invitation. Alors aujourd'hui, à l'EPFL, je travaille exactement à l'intersection des sciences humaines et de l'informatique en humanité numérique et particulièrement un projet qui s'appelle Impresso, qui s'intéresse aux médias, mais les médias du passé, et qui cherche à rendre accessibles et mieux exploitables ces archives des médias, que ce soit les journaux ou la radio, afin de soutenir la recherche sur l'histoire des médias, mais aussi l'histoire en général, pour une meilleure compréhension d'aujourd'hui et d'hier. Super. Donc, on va commencer par un état des lieux. Quand on parle de mieux s'informer ou pas, quand on parle aussi de l'information modifiée par l'IA, déjà, de quelle IA est-ce qu'on parle précisément? Soyons concrets. Louis Faucon. Donc, juste pour répondre à cette question, les idées principales de qu'est-ce que l'accès à l'information à l'âge de l'IA. Premièrement, vous accédez tous, probablement tous les jours, à de l'information et ce qui est le plus important, c'est quelle information est mise devant vos yeux. Quand vous ouvrez votre ordinateur, quand vous ouvrez votre téléphone, il y a quasiment tout le temps un algorithme derrière, une intelligence artificielle qui a sélectionné quelle information vous montrez de manière personnalisée, à vous, mais aussi à l'instant T, au lieu où vous êtes, peut-être à une recherche que vous avez faite. Donc les intelligences artificielles, qui ont le plus d'impact sur l'information auquel on a accès aujourd'hui, c'est en général soit ce qu'on appelle des moteurs de recherche, soit des systèmes de recommandation. Moteur de recherche, c'est vous faites une recherche et cette intelligence artificielle derrière le moteur de recherche sélectionne quoi faire apparaître à l'écran. Donc
typiquement Google, Bing, etc. Il y a ces IA derrière. Et système de recommandation, c'est vous ouvrez un réseau social et vous avez un feed qui est priorisé par cette intelligence artificielle. Vous allez seulement voir les premières 50 pages, les premiers 50 posts, parce que vous n'avez pas tout ce temps-là pour scroller et voir ça. Donc voilà, pour répondre à la question, l'intelligence artificielle qui a le plus d'impact sur l'information qu'on voit aujourd'hui, c'est ces systèmes de recommandation. Je ne connais pas exactement les nombres d'utilisation de ChatGPT, mais même en utilisant ChatGPT, finalement, c'est un concept très, très similaire. Il y a un algorithme, une intelligence derrière qui décide quoi prioriser, quoi dire, quoi sélectionner comme information à montrer. Une question qu'on pose à ChatGPT, il a 1 million de façons de répondre, il peut proposer 1 million d'informations, mais on ne peut pas afficher 1 million d'informations sur un écran. Donc, il y a de toute façon un mécanisme de sélection, quoi prioriser, quoi faire apparaître sur l'écran en premier. Maud Herman, cette intervention d'outils qu'on pourrait qualifier d'IA dans le champ de l'information, dans le champ de l'information plus médiatique, peut-être, ça remonte à quand? Alors, peut-être pour compléter un tout petit peu, je souhaiterais peut-être... il y a plusieurs manières de concevoir l'information, soit en général, un signal d'information, tout est information, mais au sens médiatique, on parle plutôt d'une information qui a de la valeur. Enfin, une information, c'est rapporter des faits, des choses qui ont une valeur pour le grand public. C'est-à-dire que la balade du chien le matin n'est pas forcément vocation à être publiée. C'est une information aussi qui est factuelle, à la différence de l'opinion, qui est la manière dont quelqu'un voit quelque chose, perçoit, pense. Si on dit que ce président est un mauvais président, c'est une opinion. Et si on dit que le chômage a augmenté de 3 points sur les 5 dernières années, c'est un fait. Et enfin, l'information, elle se doit aussi d'être vérifiée, au contraire de la rumeur, qui se fonde sur le « il paraît que », on m'a dit que. Donc, au sens médiatique, c'est un petit peu ça l'information. Et d'un point de vue de l'automatisation de la production de l'information, parce que comment s'informer suppose aussi qu'il faut savoir comment on est informé. Et il y a évidemment les réseaux sociaux que vous avez évoqués, les moteurs de recherche, mais principalement les médias traditionnels qui sont là depuis bien avant ça. Évidemment, aujourd'hui, les gens s'informent de manière multiple, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur Internet et via les médias traditionnels qui sont présents sur toutes ces plateformes. Et ces médias, pour revenir à la question, donc n'ont pas été étrangers à l'IA. Enfin, ils n'ont pas découvert l'IA juste avec ChatGPT. L'IA au sens plus traditionnel de machine learning, donc sans avoir de modèles qui génèrent du texte, était déjà présente dans les salles de rédaction depuis pas mal d'années, que ce soit pour processer des grosses masses de données. On peut penser aux leaks, comme les Panama Papers. Quand on a plein de sources de données, il faut avoir des outils qui permettent de les lire pour investiguer, pour faire une enquête. On peut penser aussi à l'automatisation de la rédaction de certains articles. Beaucoup d'articles qui sont assez petits et qui sont lus par entre guillemets peu de gens, comme des résultats d'élections qui vont concerner une seule petite commune. Et ça suit des patterns de rédaction qui peuvent être automatisés. Donc déjà, il y a une dizaine d'années, les arbres de décision qui permettent d'écrire un texte automatiquement peuvent être utilisés pour générer un compte-rendu d'élection, un bulletin météo, un compte-rendu de tournois sportifs. Donc les choses existaient déjà avant en termes d'IA et de machine learning. Et enfin, on pourra retourner peut-être un peu plus loin dans le passé, mais l'histoire de la production de l'information, c'est aussi l'histoire est accompagnée par toute l'évolution des techniques, que ce soit pour la produire, mais aussi la diffuser. Donc on peut remonter bien sûr à l'imprimerie, en passant par le télégraphe optique, qui a permis de faire passer l'information un petit peu plus vite. Ensuite, le télégraphe électrique, qui a permis de interconnecter les lieux d'information. Donc l'information est devenue virale et globale, entre guillemets, déjà à la fin du 19e siècle. Et puis, toutes les techniques de prise de photographie, on va peut-être parler à un moment de la génération d'images, mais de restituer, en fait, d'essayer de restituer le réel à travers un document médiatique. Ça a été le souci depuis très longtemps. Et avant, on dessinait, on n'avait pas de photos dans la presse, mais on dessinait. Et ensuite, la photographie est apparue. Et ça a modifié la manière d'informer les gens. Et bien sûr, on est arrivé à une
importante révolution qui était Internet, qui permet de chercher plus rapidement, etc. Donc on peut revenir sur ces points, je ne sais pas, mais c'est pas nouveau. La technique dans la production de l'information n'est pas nouveau, et voilà. Ça n'est pas nouveau, donc Louis Faucon, comment est-ce que vous réagissez à cela? Je suis tout à fait d'accord. La distribution de l'information, c'est pas un problème nouveau. Ces systèmes de recommandation dont je parle, peut-être que les toutes premières versions ont à peine 20 ans. Elles ont été déployées à grande échelle, surtout depuis les années 2010. Ça s'accélère, ça grandit, ça prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies. Les algorithmes s'améliorent. Pour revenir sur une idée que je trouve très intéressante pour comprendre un peu cette situation, c'est en termes historiques, c'est de comprendre que notre mentalité, notre cerveau, notre biologie humaine, elle n'a pas changé depuis 100 000 ans, depuis 1 million d'années peut-être. Et un deuxième point, c'est le gouvernement, et c'est les institutions qui évoluent peut-être à la fréquence de dizaines d'années, à la fréquence de centaines d'années, alors que les technologies qu'on a aujourd'hui, chaque année, elles sont différentes, chaque année, elles sont plus développées. ChatGPT, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en parle. On voit que des nouvelles applications, avant, pour obtenir 1 million d'utilisateurs, ça prenait 5 ans, 10 ans de travail. Aujourd'hui, en une nouvelle application qui sort, en 1 ou 2 semaines, elle atteint 1 million d'utilisateurs. Donc, il y a des très grandes différences entre l'évolution de notre cerveau d'humain, l'évolution de nos institutions, nos gouvernements, comparé à la vitesse de l'évolution des technologies. Et c'est quelque chose à essayer de comprendre pour chercher à améliorer nos institutions, nous améliorer nous-mêmes pour qu'on aille à la même vitesse que ces technologies. C'est un énorme challenge. Moderman? Oui, enfin, l'évolution de nos cerveaux, ça me fait aussi penser à la manière dont on réagit à l'information. Peut-être nos émotions, on peut parfois être guidé par nos émotions dans nos croyances. Et ça me fait penser aussi, je sais pas si, enfin, je pense que ça fait partie un peu du thème, c'était marqué sur l'affiche, un petit peu les fausses informations. On est tous confrontés à ça aujourd'hui. On a un peu l'impression peut-être d'être inondés par des informations qui sont peut-être incorrectes. Et là, de nouveau, c'est pas pour rassurer, mais quelque part pour relativiser, c'est loin d'être nouveau. La fausse information a toujours accompagné l'information, c'est son contraire, et on a toujours voulu diffuser des informations incorrectes ou fabriquer. Alors il y a plusieurs définitions de qu'est-ce que c'est qu'une fausse information en suivant principalement le degré de fausseté. On peut être plus ou moins vrai, plus ou moins faux, et surtout l'intention qui est derrière. On peut diffuser une information qui est fausse sans le savoir, parce que simplement on a fait une erreur dans la légende d'une photo, dans un tableau. Soit on peut diffuser sciemment une information fausse, fabriquée de toutes pièces, pour des intérêts souvent géopolitiques, mais bien souvent aussi économiques, parce que ça fait gagner de l'argent. Les gens viennent cliquer et voient la publicité, et donc on revient sur des arguments très économiques qui motivent la diffusion de ces fausses informations. Et dans le passé, il y a toujours eu ça. Ça a commencé dès le départ de l'information, mais avec l'essor de la presse au 19e siècle, ça a été un petit peu un gros boom. Et plein de choses circulent, que ce soit des faux bruits sans conséquence, des légendes urbaines qui circulent encore aujourd'hui, qui suscitent de grandes peurs. Et elles circulent parce que justement, elles appuient là où on est sensible, la peur, l'espoir, la colère. Et le souci par rapport aux fausses informations n'est pas forcément nouveau non plus. Déjà, au milieu du 19e siècle, on condamnait la fausse information. Les journalistes se sont bien rendus compte qu'on pouvait raconter n'importe quoi. Et les gens n'étaient pas d'accord. Et ça a continué avec la loi sur la liberté de la presse. Et encore aujourd'hui, récemment, on essaye de légiférer. La fausse information n'est évidemment pas nouvelle. La rumeur n'est pas nouvelle. Mais avec tout de même une différence de taille, c'est qu'il y a longtemps, toujours, me semble-t-il, eu le sentiment qu'on pouvait malgré tout se référer à une information juste, qui allait être vérifiée, il y avait une source fiable. Ce qui change aujourd'hui, c'est pas un peu ça le souci, Louis Faucon? Pour moi, le souci principal, c'est de toute façon, si une information est vraie ou fausse, c'est seulement important dans le cas où cette information est amplifiée à grande échelle. Si cette information est montrée à tout le monde et que c'était faux, ça a un impact assez négatif.
on a vu, il y a eu quelques recherches, il me semble, sur Twitter, avec les API de Twitter, qui mesuraient que des fausses informations ont ce pouvoir d'être plus amplifiées, plus recommandées par l'algorithme derrière Twitter. Donc, l'algorithme de recommandation derrière Twitter. Pourquoi? C'est peut-être une des hypothèses simples, c'est que ces fausses informations, elles sont designées avec comme but d'être mieux sélectionnées par l'algorithme, et c'est pour ça qu'elles sont amplifiées. Un autre sujet que je trouve encore plus important que la question de vraies ou fausses informations, c'est le concept de mute news. Des informations qui seraient vraies, mais que personne n'entend. Parce que justement, ces informations ne sont pas amplifiées par l'algorithme. Parfois, c'est simplement que des choses sont des mute news. Donc on peut penser parfois que le climat, ça pourrait être une mute news, parce que la crise climatique, je veux dire, c'est un problème de tellement grande ampleur, mais chez beaucoup de gens, je suis presque sûr que beaucoup de vos feeds d'informations, de vos feeds de news, contiennent très peu d'informations sur la crise climatique comparé à la véritable ampleur du problème. Mais il y a beaucoup d'autres sujets comme la crise de l'information. Donc c'est justement le sujet sur lequel l'association Tournesol Sol, dont je fais partie, veut réveiller les consciences. La crise de l'information, c'est aussi une mute news. Vous en entendez sûrement très peu parler. Heureusement, aujourd'hui, on a ce... Très bien, très bien. Et les mute news, c'est justement un problème de le système de recommandation ne sélectionne pas, n'amplifie pas ces sujets-là, alors qu'on amplifie d'autres sujets. Donc, parfois, je décris, s'il y a des faits vrais sur la Coupe du Monde de foot, si un système de recommandation amplifie ça à fond et ne recommande rien d'autre, eh ben, c'est dangereux pour la société, parce que la société ne peut pas apprendre ce dont on a besoin sur la crise climatique, apprendre ce dont on a besoin sur tel autre sujet politique très important, telle autre chose pour améliorer sa santé mentale, etc. Parce que les seuls sujets qui seraient proposés, ce seraient des faits vrais sur la Coupe du Monde de foot, pas très importants. Alors qu'il y a des sujets très importants qui changent nos vies, qui changent pour qui on vote, qui changent ce qu'on force nos gouvernements à faire, qui changent dans quelle direction nos sociétés, nos démocraties se dirigent. Et si ces sujets importants sont mutés, ne sont pas amplifiés par les algorithmes de distribution d'informations, eh bien, on n'arrive pas ensemble, comme une société, à avancer dans la bonne direction. Un des concepts que je pointe là, c'est le concept de marché de l'attention. Il y a un marché de l'attention. Donc l'attention, c'est tout notre temps qu'on passe à prêter attention à des choses. Et c'est devenu un marché parce que ces grandes plateformes capturent notre attention et les vendent. Les vendent à des publicitaires qui payent pour gagner certaines minutes de notre attention. Ces grandes plateformes, avec ces feeds algorithmiques, sont très bons pour être le plus addictif possible, pour maximiser l'engagement. C'est ça que les IA derrière ces distributions d'informations font. Et on peut, alors, pour comprendre l'ampleur de l'intelligence derrière ces intelligences artificielles, elles ont collecté plus de données que tous les psychologues, que tous les chercheurs en psychologie de toute la planète ont fait aujourd'hui. Et elles ont plus de capacité de calcul que toute la recherche académique en psychologie. Pourquoi elles ont plus de données? Parce qu'elles ont des données sur 3 heures par jour d'utilisation pour tout le monde, sur toute la planète. C'est des chercheurs en psychologie, en général, font une petite étude avec 24 personnes tous les 6 mois. Alors que là, c'est 1 milliard de personnes tous les jours, et en général, 1 heure ou 2 heures ou plus d'utilisation par jour. Voilà. Donc beaucoup d'intelligence, beaucoup de données, beaucoup de calculs derrière tout ça. Et donc une information biaisée, enfin orientée. Oui, au final. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Oui. Sur un thème pareil à ce que vous avez dit, évidemment plein de questions. Une question d'abord de détail. Même sans diffusion, une information peut être absolument fausse, peut être absolument catastrophique. Ça peut conduire à un mauvais traitement médical et à un patient qui meurt. Ça peut construire un pont, conduire à un pont qui est construit, qui va s'effondrer, etc. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais ma question plus large, c'est finalement comment la société choisit les thèmes
du discours sociétal et politique. Et en général, ces thèmes n'ont ni rien avec la vérité, ni rien avec les vrais thèmes et les vrais enjeux. Et ça, ce n'est pas forcément nouveau. Et je ne sais pas si c'est amplifié par l'IA. Alors, pour répondre à comment la société choisit aujourd'hui, la société ne choisit pas. Les algorithmes qui sélectionnent l'information ont certaines propriétés. Et par exemple, ils vont beaucoup sélectionner des contenus très coléreux, très polarisants. Pourquoi et ça, c'est un effet de bord de la façon dont ces systèmes sont designés. Ils sont designés pour maximiser l'engagement et quelque chose qui met les gens en colère, quelque chose qui polarise, qui fait que les gens se battent et ils vont poster des tonnes de commentaires, ils vont créer des nouvelles informations pour les poster. L'algorithme sélectionne ça, tout simplement, de manière assez bête. Plus d'engagement, on sélectionne parce que plus de revenus publicitaires. Ça, c'est le premier point. C'est ces types de contenus qui sont mis en avant par l'algorithme. Et deuxièmement, ce qui se passe après ça, c'est que les journalistes, les créateurs de contenu, les nouvelles informations créées, elles sont créées de sorte à devenir visibles. Et parce que personne dans son coin, aucun créateur de contenu, quelqu'un qui crée des podcasts, n'a l'intention de faire un podcast si personne ne l'écoute. Tout podcast fait, tout article écrit veut obtenir de la visibilité. Et donc, les créateurs de contenu, les créateurs de podcasts, etc., font leur contenu de sorte que ce soit sélectionné par l'algorithme. Donc, créer des contenus qui cherchent plus à mettre en colère, créer des contenus qui sont plus polarisants, créer des contenus qui seraient plus addictifs pour les utilisateurs. C'est parce que c'est ce qui est recommandé par l'algorithme. Donc, quand j'ai dit que la société ne choisit pas, on vit dans ce monde où il y a ces algorithmes. Et puis, quelque chose qui devient trending sur Twitter, ça devient les 3 articles le lendemain dans le journal Le Monde, dans le journal Le Temps, parce que c'est devenu trending sur Twitter, parce qu'il y a eu il y a eu des millions de personnes qui l'ont vu sur Twitter, nouvellement X. Et donc, en fait, finalement, cet algorithme de ce système de recommandation qui n'est pas transparent, qu'on ne connaît pas, qui a ces biais très indésirables de maximiser les contenus qui ne sont pas des informations calmes et raisonnées, qui ne sont pas des informations sur des sujets importants, ça change ce que les gens voient, ça change les articles qui sont écrits ensuite. Pas du tout à la question, parce que ça, c'est juste une petite partie de ce qui se passe. Mais ce n'est pas comme ça que les partis politiques, que les décideurs politiques décident ce qu'ils vont promouvoir. Ce n'est pas comme ça que les journalistes travaillent. Je travaille avec eux tous les jours. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Quand Poutine fait une annonce, ce n'est pas par rapport au nombre de retweets qu'il le fait. Donc, il y a d'autres intérêts qui sont beaucoup plus importants que les algorithmes de Twitter quand même. Alors, je connais l'exemple de Jean-Luc Mélenchon en France qui a explicitement avoué « Oui, j'écris des choses plus exagérées que ce que je pense vraiment parce que ça me donne plus de visibilité. » Pour avancer sur cette question, Maud. Oui, je pense qu'ici, on pose votre question par rapport à l'orientation du contenu, à défendre un agenda derrière le média. Et ça, de nouveau, c'est absolument pas nouveau, avant de faire ça, on pose la question aussi de qui parle dans le média, que ça soit sur Twitter, WhatsApp, Sur X, on va peut-être sur dire X, maintenant, pardon, ou les médias. Donc avant, c'était plutôt la question du journaliste. Après, ça s'est orienté parce que sur qui détient le média, les journaux, et aujourd'hui, c'est qui détient les plateformes. Et ce manque de transparence est flagrant aujourd'hui sur la manière dont elle fonctionne. Mais un des remèdes pour ça, quand même, c'est d'avoir une certaine déontologie au niveau du journalisme. Et ça, la profession s'est équipée tout au long du XXe siècle de plus en plus à essayer de distinguer qu'est-ce qu'une bonne information, qu'est-ce qu'une bonne manière de rapporter l'information versus une pratique peut-être moins qualitative. Et là, il y a, il me semble, des quelques garde-fous. Après, savoir quel sujet va être mis en avant plutôt qu'un autre, là, ça revient à retomber sur les intérêts et l'agenda souvent politique ou économique. Il est vrai, il ne faut pas nier, mais il est important de comprendre à quelle source on s'adresse et qui est derrière, et comprendre qu'une information n'est jamais neutre. Elle peut être factuelle, sourcée, vérifiée si elle est faite de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye aussi d'encadrer l'IA
en forçant les grandes compagnies à dire quelles sont les données qui existent derrière ces modèles. Ça, c'est une partie de la chose. Au point de vue des médias et de la fabrication de l'information, il y a toujours la source qui est essentielle. Alors justement, ces sources, on les voit désormais. Si on pose une question à différents, ChatGPT et autres, on a différentes sources. Les sources qui sont affichées, est-ce que ça devient pour autant fiable? Sur le concept de données, d'informations fiables, je voulais montrer un peu ce qu'on fait sur notre plateforme. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le site. Voilà. OK. Donc, c'est un système de recommandation alternatif qui est, pour l'instant, on a créé ce prototype de plateforme qui recommande les contenus sur YouTube. Je vais commenter ce qui est sur l'écran. Donc, là, vous voyez un feed de vidéo classique, mais sur chaque vidéo recommandée, il y a une petite indication que plusieurs contributeurs ont voté pour que cette vidéo apparaisse dans le feed. Donc, c'est une plateforme en ligne. Les utilisateurs peuvent créer un compte. Il y a un système pour vérifier qu'un compte correspond à une seule unique personne, parce que on veut que ce soit un système collaboratif pour que, ensemble, on choisisse quelle information est amplifiée. Alors que dans l'esprit open source. c'est un projet open source, en effet, mais aussi un projet open source pourrait ne pas être collaboratif et dire c'est ce projet open source, Elon Musk décide qu'est-ce qui est recommandé, mais ici c'est un projet open source et collaborativement on décide ce qui est recommandé. Un ou une utilisateur va sélectionner 2 contenus, donc là ça peut être n'importe quel contenu, et ensuite les comparer avec des sliders. Le premier slider, c'est le concept de fiable et non trompeur. Parce que oui, le fait qu'une information soit fiable, bien sourcée, c'est très important pour décider est-ce que c'est une information qu'on veut amplifier et montrer à beaucoup de gens. Ça, il n'y avait pas de doute sur ça. Le côté non trompeur, c'est parce que parfois des informations vraies peuvent être trompeuses. Il y avait énormément d'articles de journaux au début du Covid qui disaient après être vacciné, 5 personnes sont mortes. Et c'était des informations vraies, très trompeuses, parce que plus loin dans l'article, on voyait que les personnes étaient mortes d'un accident de la route, mais ce titre vrai mais trompeur avait été fait parce que c'est très aguicheur, ça attire les clics et la vue. Donc ça c'est et quand un ou une utilisatrice compare des contenus sur Tournesol, fiable et non trompeur, c'est seulement un des critères. Il y a beaucoup plus de critères à prendre en compte. Un deuxième critère, c'est le fait, est-ce que c'est des informations sur un sujet important? Par exemple, je disais tout à l'heure, une vidéo sur la Coupe du monde de football qui est très fiable et non trompeuse contre une vidéo sur la crise climatique, c'est pas du tout la même chose. Un des sujets est très important et a un impact sur la société. L'autre concerne seulement les fans de foot. Donc il y a différents critères sur lesquels on évalue est-ce que tel contenu devrait être amplifié ou non. Et donc le fait que ce soit important, c'est un deuxième contenu. C'est un deuxième critère. Un troisième critère, ce serait le fait que ce soit expliqué clairement et de manière pédagogique. Donc parfois, il y a des choses très vraies, mais qui sont dites de manière très peu claire et pas pédagogique. Donc un utilisateur qui va voir ce contenu ne va pas comprendre, ne va pas bien apprendre à partir de ce contenu. Donc finalement, ce contenu n'a pas beaucoup d'intérêt à être amplifié. Donc on a une liste de 10 critères, je vais pas tous les annoncer, vous pouvez trouver ça sur le site tournesol.app. Mais ce sur quoi je veux pointer, c'est qu'on a fait une étude statistique. Donc sur ce site tournesol.app, il y a eu environ 250 votes d'utilisateurs qui ont comparé des paires de vidéos YouTube, 250 000 fois. Donc ça fait une bonne quantité de données. On distribue la base de données avec une licence permissive pour que les chercheurs puissent utiliser pour la recherche. Et là où je veux en venir, c'est que sur ces données, on voit apparaître, en mesurant des corrélations, quels critères sont plus corrélés avec le fait que quelqu'un dise « je veux que cette information soit recommandée à grande échelle, soit beaucoup amplifiée ». Et ce n'est pas le critère fiable et non trompeur qui arrive en première place. Le critère qui arrive en première place, c'est le critère « est-ce que c'est un sujet important ?» Donc quelque chose qui fait dire à quelqu'un « cette information devrait être amplifiée », c'est plus est-ce que c'est un sujet important que est-ce que c'est une information fiable et non trompeuse. Mais important, suivant quels critères? Ça reste subjectif. Oui, donc c'est une plateforme web. Il y a une petite définition de qu'est-ce que important signifie pour les utilisateurs, mais
finalement, on n'est pas dans la tête des utilisateurs qui votent sur cette plateforme. Donc, on ne sait pas ce que les utilisateurs pensent quand ils votent important, mais ils ont interprété ce critère de vote important comme ils veulent. Ils ou elles veulent. Maud Herman. Je pense que oui, effectivement, c'est le choix de ce qui est important et subjectif. Et ça rejoint le travail du journaliste qui doit sélectionner l'information et la hiérarchiser, ce qui met à la une, ce qui met à la dernière page ou en première page de son site internet et pour combien de temps. Et là, effectivement, il y a toujours un choix, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le passé. Donc, faut jamais. C'est aussi l'importance. Ça montre aussi en creux l'importance de s'informer sur plusieurs sources, et on peut voir comment différentes sources différents médias vont mettre en avant différentes informations. Donc voilà, c'est vraiment toujours subjectif ce qu'on va montrer, et ça correspondra seulement à un segment de la réalité, d'où l'importance peut-être pour s'informer aujourd'hui de croiser les sources, de prendre plusieurs sources d'informations. Je pense que ça c'est une bonne attitude à avoir. Et puis j'ai l'impression que Tournesol, ça donne un petit peu... Le but, c'est de faire passer la rampe à certaines informations qui sont mute grâce à la collaboration des internautes. Donc ça va peut-être un petit peu renforcer la confiance des gens dans certains contenus. Parce que ça fait écho aussi à, je pense, la grande crise de confiance qu'on a aujourd'hui dans l'écrit, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup de faux contenus qui circulent, et c'est un petit peu sans précédent, et ça va très très vite, et on peut rapidement avoir une rumeur en une seconde, en une minute. On n'a pas le temps de comprendre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Et ici, c'est assez déroutant. Je pense que ça suscite pas mal d'angoisse de tout le monde, et avec l'IA qui peut générer du texte ou des images, des deepfakes qui peuvent être là, c'est encore plus, en plus important d'essayer de discerner le vrai du faux, mais il n'y a pas vraiment, c'est peut-être encore seulement un vœu pieux aujourd'hui, et c'est pas facile. Mais je pense que on a toujours eu une grande confiance dans l'écrit, et c'est ce qui est un petit peu ébranlé aujourd'hui, et souvent on fait aussi confiance aux autorités, qu'elles soient des autorités étatiques. Et on voit aujourd'hui que ces dernières n'hésitent pas parfois à circuler des informations qui sont parfois incorrectes. Donc on ne sait plus trop à qui faire confiance, et faire confiance à ses pairs, à la communauté, pour avoir des lieux de confiance où on peut justement avoir des informations qui sont validées comme Tournesol. Je pense que c'est important, et c'est une des pistes possibles. Est-ce que, alors on va passer au clair, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes peut-être que vous connaissez dans le public, que vous utilisez pour tenter d'avoir accès à des informations selon vous fiables et sûres? Et bonjour. Moi, souvent, je demande à mes amis ou à des collègues comment ils s'informent. Voilà. Ou des experts dans leur domaine. Je rencontre un expert automobile et je lui dis comment vous vous informez. Ou je rencontre voilà. Donc c'est ma manière détournée d'avoir une source d'information qui a elle-même été peut-être criblée d'abord. Par exemple, récemment, je parlais à un ami qui est une ancienne sommité de la presse américaine, et je lui dis alors toi, comment tu t'informes aujourd'hui? Eh bien lui, il a des journaux qu'il aime bien, qu'il considère comme fiables, ouverts, et il les lit tous les matins. Voilà, il m'a cité 2 journaux papier qu'il lit. Voilà. D'autres réactions? Non? Sinon, oui, madame. Enfin, bonjour. Tout ce qu'on trouve sur l'IA, c'est le reflet de notre société. Donc, après, c'est à chaque individu de paramétrer un petit peu les sites qu'il visite. Et on peut agir énormément de ce côté-là. Et c'est très intéressant d'utiliser quand même l'IA. J'écoutais une société de business, et il disait qu'en France, il y a beaucoup de sociétés en retard parce qu'ils refusaient d'utiliser l'IA, alors que les autres continuaient d'avancer. Il y a un problème aussi à tout refuser. Voilà. Préciser que Louis Faucourt n'est pas contre l'IA, loin s'en faut. Peut-être préciser cela. Tout à fait. Donc, Tournesol, c'est une intelligence artificielle aussi. Il y a de l'intelligence artificielle qui agrège les données de tous les utilisateurs et utilisatrices qui ont participé au vote. Donc, il nous faut de l'intelligence artificielle, il nous faut des systèmes numériques, parce que l'information va à vitesse surhumaine. Il y a des millions d'informations produites chaque jour, et on n'a pas la capacité humaine à tout lire, à tout voir. Donc, quoi qu'il arrive, il faut des systèmes surhumains qui vont à la vitesse du numérique
pour sélectionner et montrer cette information. Mais ce qui est très important, c'est quel système on veut. Alors, je suis en très fort désaccord avec ce que vous avez dit, que l'IA, c'est un reflet de la société, parce qu'en fait, les IA mettent leur grain de sel, optimisent de telle ou telle façon. Tournesol, le résultat, ce n'est pas du tout un reflet de la société. C'est au contraire, c'est des sujets très très importants qui impactent la société, mais ce n'est pas du tout ce à quoi tout le monde pense au jour le jour. Sur X, Twitter, ce n'est pas non plus un reflet de la société. L'algorithme, comme j'ai décrit tout à l'heure, maximise les contenus qui mettent les gens en colère, qui montent l'engagement, qui sont plus polarisants. Donc, c'est, disons, un biais par rapport à la société. Donc, le biais de Tournesol, c'est il y a des gros sujets importants sur lesquels l'humanité devrait travailler très fort, comme par exemple la crise climatique, mais aussi des problèmes de santé mentale, etc. Plein de choses importantes. Le biais sur Twitter, c'est maximisons l'engagement des utilisateurs avec telle ou telle chose. Donc, c'est une image très déformée de la société. Et je voulais rajouter un point très important sur est-ce que je déteste les IA? Non, pas du tout. Il y a des IA, les IA qui distribuent l'information sur la société, j'aimerais qu'elles aient plus de sécurité. Alors, je vais expliquer où je veux en venir. En machine learning, il y a un concept qui s'appelle l'empoisonnement des données. Donc, un outil de machine learning, une IA, c'est entraîné avec un petit algorithme, plus beaucoup de données, et ensemble, le petit algorithme parcourt toutes ces données, fait plein de calculs, et ça devient un système d'IA. Pour ce qui est des réseaux sociaux, ces données, c'est le comportement des utilisateurs sur la plateforme. Donc, tous ces systèmes d'organisation dont je parle, qui sélectionnent le contenu, ils ont été entraînés comme ça, des données générées par les utilisateurs de la plateforme, plus un petit algorithme que les ingénieurs de YouTube, Twitter, Meta ont codé, et ça, c'est le système de recommandation. Malheureusement, ces données sont empoisonnées par des tonnes et des tonnes de faux comptes qui sont développés, qui sont créés sur ces plateformes avec le but de générer des fausses données qui permettent de manipuler les algorithmes de recommandation, d'ailleurs Meta, X, YouTube, etc. Et le fait que ce soit possible, donc pour l'ampleur de ce nombre de données empoisonnées, il y a plus de faux comptes sur Facebook que de vrais comptes. Et c'est très probablement la même chose sur toutes les plateformes. Les IA génératives, conversationnelles, comme ChatGPT, rendent plus simple de créer des faux comptes qui ont l'air réels, de créer des faux comptes qui créent du contenu qui a l'air réel et que les ingénieurs derrière ces grandes plateformes n'arrivent pas et aussi ne font pas tant d'efforts que ça pour détecter et renforcer leur système contre ces attaques. Donc aujourd'hui, ces systèmes qui distribuent l'information, qui interagissent avec tout le monde plusieurs heures par jour, ne sont pas sécurisés. Ces systèmes sont manipulables. Alors que j'adore les IA qui sont sécurisés, qui ne se laisseraient pas empoisonner par des fausses data et qui, même dans le cas où elles sont empoisonnées par des fausses data, il y a des méthodes statistiques qui permettent de mieux entraîner un modèle, d'entraîner un modèle différemment, de sorte qu'une proportion de data empoisonnée dans le dataset d'entraînement ne cause pas le modèle de changer son comportement. Donc, plus d'investissement dans les IA sécurisées, les IA robustes aux attaques, ça serait un très grand pas en avant pour nos systèmes de distribution de l'information. Peut-être pour compléter le tableau, il y a eu un rapport dernièrement publié par l'ARCOM justement sur cette question qui montre donc c'est la population française, que les Français s'informent tous les jours et ils s'informent sur les médias traditionnels, télé et radio. Et les réseaux sociaux ne sont pas forcément les premiers, mais ils diversifient grandement les sources d'information. Merci. On a une question ici. Oui, merci. Tout à fait. Alors, j'aimerais revenir sur quelques thèses et hypothèses qui ont été énoncées par les deux speakers, notamment quand on parle de certains narratifs donc, liés à la fatalité ou au côté inéluctable du futur, donc dans les projections du futur de ce qui nous attend d'un point de vue informationnel, mais aussi de cette thèse, par exemple, on a besoin de l'intelligence artificielle. La question, c'est, on n'est pas une assemblée populaire, hein, mais quand même, je vois plein de groupes différents. Donc, je serais intéressé de savoir si tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à ça?
jusqu'à où on a besoin d'intelligence artificielle, pour quel système, et est-ce qu'en tant que public, en tant qu'audience, en tant que consommateur, on est obligé d'accepter un futur où il y a toujours plus d'informations? Alors, on va peut-être pas faire un sondage tout de suite. En plus, on n'est pas un nombre critique qui permette de. Mais effectivement, c'est cette question intéressante du toujours plus d'informations. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce sens-là? Comment est-ce que vous vous positionnez en tant que chercheur dans ce domaine-là? Maud, Herman? Oui, alors je pense pas qu'on ait voulu faire passer un message d'inéluctabilité vis-à-vis de l'IA. C'était plus par rapport au parcours parallèle de la manière d'informer, de produire l'information vis-à-vis de la technique. Et que ça, s'il y a un télégraphe et ensuite s'il y a un téléphone, ben, on va s'en servir pour passer l'information plutôt que le pigeon voyageur. Et c'est ça, c'est un petit peu ça qui paraît inéluctable. Et dans cette ligne de progrès technique qui affecte l'information, mais pas que, toute la société, l'IA paraît aujourd'hui incontournable. On s'en sert tous, de toutes les manières, que ça soit générative ou pas. C'est les spam filters dans notre email, c'est le chatbot qui répond au téléphone, c'est la domotique, c'est plein de choses. Donc c'est un petit peu ça. On peut bien sûr ne pas être d'accord, mais je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que là, il y a un caractère que la société va de l'avant. On peut en débattre, hein, si c'est bien ou pas, mais c'est ça que j'ai voulu dire par rapport à la technique en général. Je pense que l'IA est dans la production de l'information depuis qu'elle existe en tant que machine learning. Je ne pense pas qu'aujourd'hui l'IA générative est dans la production des médias qualitatifs ou grands médias traditionnels plutôt que qualitatifs à large échelle. Les journaux se dotent de chartes où aujourd'hui, si vous lisez la charte du journaliste du journal Le Monde, un article n'est absolument pas écrit par une IA générative. Le journaliste peut avoir résumer une série de documents via l'IA générative pour aller plus vite, pour améliorer son efficacité, peut avoir utilisé Google comme un moteur de recherche ou un autre pour rechercher de l'information. Donc c'est là qu'il y a de la technique dans le travail, mais ça fait partie de la boîte à outils et l'humain n'est pas remplacé, ça remplace certaines tâches minimes de rédaction et la plupart du temps les journalistes les journalistes, les rédacteurs professionnels se doivent de dire quand ils ont utilisé telle ou telle technique. Et aujourd'hui il y a une grande, tout le monde espère et c'est ce qui se passe dans les médias traditionnels, de marquer quel article a été généré partiellement grâce à l'IA générative cette fois-ci, mais jamais totalement. Après, dans le contenu informationnel ou pas informationnel, mais tout ce qui circule sur Internet, là je suis complètement d'accord, les robots sont là depuis longtemps. Hein. Wikipédia est à moitié écrit par les robots avant ChatGPT. Donc il faut savoir, je pense que le plus important pour revenir sur la question de confiance, c'est peut-être de taguer l'authenticité d'un document, de dire d'où il vient et qu'est-ce que ce document est. Et ce n'est pas le problème d'être une IA ou pas, mais simplement de dire si c'est une IA ou pas, pour que les gens puissent ensuite lire le document en connaissance de cause. Et par rapport au deuxième aspect, qui est est-ce qu'on doit toujours produire plus d'informations, ça c'est une question, oui, tout à fait aussi de société. Je pense que l'infobésité est pas nouvelle. Au XIIe siècle, il y a une révolution de l'écrit, une circulation de l'écrit au Moyen-Âge, et les gens ont eu exactement le même impression qu'on a aujourd'hui. Donc c'est de nouveau, c'est quelque chose qui est pas nouveau. J'ai pas la réponse si on doit switch off everything, mais ça va se réguler, je pense, avec nos sociétés. Mais c'est la situation d'aujourd'hui. C'est comme ça. C'est une autre question, oui. Et ben, du coup, ça fait le parallèle avec ma première question, et puis j'en aurai une autre un peu plus large. La première, c'est est-ce que l'application de Tournesol, justement, on peut l'utiliser pour YouTube, pour le Google News ou pour n'importe quel réseau, pour justement avoir un feed d'informations qui est moins sujet à des problématiques de prise d'attention. Et la deuxième, c'est avec le rachat en fait de beaucoup de médias traditionnels par des grands groupes, des CEO ou d'autres, comment on peut lutter contre ça? Je voulais juste dire un truc sur la question toujours plus d'informations. Finalement, cette information, elle est produite aujourd'hui, des informations en plus grande quantité qu'aucun de nous n'est capable de suivre. Donc vraiment, l'outil important, c'est comment sélectionner l'information que nous regarde. Et donc,
souvent, c'est par défaut, ces systèmes de recommandation que les utilisateurs ne cherchent pas à configurer, ne cherchent pas à changer, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour changer les configurations de notre propre système de recommandation des différentes plateformes qu'on utilise pour les rendre meilleurs pour nous, parce que par défaut, ce que le système de recommandation va essayer de faire, c'est nous engager le plus possible. Et il y a aussi beaucoup d'outils externes. Si on veut moins d'informations, eh ben, il y a des bloqueurs d'app qui vous limitent à 45 minutes par jour ou 1 heure par jour sur telle application. Si vous trouvez que vous souffrez d'infobésité, et ça vous arrive de doom scroller trop longtemps sur une appli, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour rendre les applis de meilleure qualité, pour les bloquer autrement. Avec le feed d'information du projet Tournesol, je regarde beaucoup moins de vidéos qu'avec le feed d'information de YouTube, parce que les vidéos sur Tournesol, c'est des sujets importants, c'est pas aussi fun, c'est pas du tout addictif comme les vidéos que YouTube me propose. Donc, pour les questions techniques sur Tournesol, il y a une application sur mobile que vous pouvez, si vous ouvrez YouTube sur mobile, vous pouvez ouvrir Tournesol à la place. Ce sera un feed de vidéos qui a été voté par les contributeurs et contributrices à la plateforme. Aucun rapport aucune interaction avec Google News. Et sur votre ordinateur, il y a un plugin pour navigateur qui, quand vous ouvrez la homepage de YouTube, ça rajoute en haut de la homepage de YouTube des vidéos qui sont recommandées par le site Tournesol. Donc, ça fait un appel API à notre back-end et ça les injecte devant les vidéos que YouTube vous recommande sur YouTube. Donc, ça ajoute plus d'options. Si vous scrollez vers le bas, Tournesol disparaît et vous voyez ce que YouTube vous recommande. Il n'y a pas que Tournesol, peut-être parce qu'on n'est pas là pour non plus faire une promotion. Il y a d'autres systèmes qui sont proposés comme ça. Voilà, vous pouvez vraiment trouver en ligne, mais voilà, on a un représentant de Tournesol. Et sinon, donc, Maud, peut-être sur cette question de biais qui peut s'imposer dès lors qu'on pense qu'à ces journaux traditionnels qui sont rachetés par des puissants. Oui, là, je pense que vous soulevez la question de la pluralité de la presse, qui est là depuis toujours. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait dans un kiosque et on aimait bien, enfin, je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup de gens, je pense que oui quand même, voir plein de titres différents et puis on pouvait aller de tout le spectre politique, de toutes les facettes et choses comme ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais il faut savoir le trouver. Je souhaiterais quand même faire une distinction entre le statut des médias traditionnels et ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, techniquement parlant, juridiquement parlant, sont considérés comme des hébergeurs. Donc ils font passer l'information, ils ne sont pas le statut d'éditeur. Donc ils ne sont pas soumis au même régime juridique. C'est pour ça qu'on ne peut pas les punir. On n'a pas de gendarme pour aller leur dire vous avez publié quelque chose de faux. Et non, ils vont renvoyer la faute à l'utilisateur qui a shared un truc faux. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut faire la différence entre les médias traditionnels qui ont une salle de rédaction derrière, une ligne éditoriale que vous pouvez apprécier ou pas. Et une responsabilité juridique. Et une responsabilité juridique. Et puis les réseaux sociaux qui font que tout le monde peut devenir journaliste du jour au lendemain ou sans y prétendre même, mais partager l'information. Donc il n'y a plus ces gatekeepers. Le discours de tout le monde arrive dans l'oreille de tout le monde. Est-ce que tout est information? Je ne pense pas forcément. Et après, pour revenir aussi sur ce phénomène d'infobésité, c'est une question de préférence personnelle, de se connecter ou pas, de choisir ces choses, enfin, ces sources d'information. Et le rythme, je pense que ce qui dérange aussi aujourd'hui, c'est l'accélération. C'est peut-être, on considère ça normal aujourd'hui d'avoir les chaînes d'information continues, d'avoir un fil d'information même sur le journal Le Monde, où toutes les 2 minutes, il y a quelque chose qui arrive. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas, et on ne s'en portait pas plus mal, et on était toujours aussi bien informés. Donc c'est une matière aussi le flux est continu, il faut savoir y rentrer, en sortir, y rentrer, en sortir, mais ça, c'est à chacun son jugement personnel, je pense. Ouais, j'avais un petit élément de réponse aussi à la question, de groupes ou personnes très riches, puissantes, qui achètent des médias pour contrôler ce que ces médias distribuent. Une idée que je trouve très, très précieuse, ce serait un concept de droit à l'amplification, qu'en tant que citoyen, on ait tous un droit de décider quelle information est amplifiée, quelle information est distribuée à tout le monde, et que ce droit soit égaux, qu'on ait tous la même quantité de pouvoir d'amplification de l'information. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme on le voit, c'est énormément un marché, la distribution de l'application. Donc, en y mettant de l'argent, on peut acheter un journal, acheter un réseau social et
changer quelle information est distribuée. Donc aujourd'hui, c'est pay to win. Si on a beaucoup d'argent, on peut distribuer beaucoup d'informations. Si on n'en a pas, c'est beaucoup plus dur de décider quelle information est amplifiée. Un beau concept, effectivement. Bonjour et merci. Avec la communauté blanc, et les aînés, on fait des robots. Je me suis rendu compte que certains robots avaient leur intelligence artificielle dédiée. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas aller vers, nous, en tant que consommateurs, des intelligences artificielles dédiées, par exemple à la médecine ou à l'histoire, en l'occurrence. Par exemple, les journalistes pourraient très bien, avec la base de données que possède la totalité des journalistes, donc c'est ce qu'en Suisse, on peut très bien nourrir une intelligence artificielle, et puis ça me permet, moi, en tant qu'utilisateur, de choisir une intelligence qui n'est pas orientée par un pays, par un gouvernement donné, mais par des journalistes, et ça me permettrait d'avoir une fiabilité d'information. Ça, c'est peut-être valable aussi pour la médecine, c'est valable pour l'environnement. Est-ce qu'à un moment donné, on va se retrouver vers est-ce qu'il y a une direction qui va vers des intelligences artificielles dédiées? Merci. Donc, un premier élément de réponse, c'est le concept. Donc, un des papiers de recherche qui avait motivé la création du projet Tournesol, ils introduisent le concept de représentant algorithmique. Quand on fait un vote à très grande échelle, donc imaginons qu'il y ait 1 million de composantes sur lesquelles voter, et on doit voter sur ces 1 million de composantes, mais c'est inhumain. Personne n'a le temps d'analyser 1 million de solutions. Donc un représentant algorithmique, ce serait une IA personnalisée par personne, où chaque personne entraîne ce représentant algorithmique, et ensuite ce représentant algorithmique c'est un algorithme ou une IA fait du mieux qu'il peut pour représenter cette personne. Donc en donnant 100, 200 points de données, ce représentant algorithme peut ensuite voter sur 1 million de données en généralisant l'avis d'un utilisateur. Donc c'est un peu comme ça que le système fonctionne sur Tournesol. Il y a des centaines de milliers de vidéos qui ont été comparées, et aucune personne sur la plateforme n'a comparé plus que 5000 vidéos, car c'est déjà 5000 vidéos, c'est quelqu'un qui consomme énormément de contenu en ligne. Et un deuxième aspect de choix social, il y a ce concept qui s'appelle la démocratie liquide, où en tant qu'individu, plutôt que de s'exprimer soi-même, on peut déléguer son vote, son avis à des experts en qui on a confiance, qui permet justement d'élargir l'impact d'une personne en permettant de sélectionner les experts en qui il ou elle fait confiance. Merci beaucoup. Maud Herman, chercheuse et chargée de cours à l'EPFL, et Louis Faucon, qui est chercheur en machine learning. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, cher public.